cette invitation et cette occasion de pouvoir présenter ce thème. Alors, il faut commencer, je commencerai peut-être par le sommet de Kazan qui a eu lieu en octobre 2024, qui a été le premier sommet des BRICS élargi, autrement appelé BRICS+. Évidemment, pour la Russie engagée dans ce conflit ukrainien et qui est considérée comme isolée par l'Occident, l'enjeu diplomatique était important et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Kremlin a plutôt été satisfait du résultat parce que près d'une trentaine de pays ont été représentés et plus d'une vingtaine de chefs d'État ont répondu présents à l'invitation de la diplomatie russe, dont les poids lourds, évidemment Xi Jinping, ça on s'en serait douté, mais aussi Narendra Modi, et d'autres chefs d'État non membres des BRICS, à l'exemple de Recep Erdogan, le président turc, qui a frappé à la porte des BRICS, même si pour l'instant il n'a pas été, son pays n'a pas été accepté, mais ça illustrait cette présence turque, l'attractivité des BRICS bien au-delà du Sud global traditionnellement critique vis-à-vis de l'Occident. Alors, ce sommet, il a illustré une dynamique assez étonnante vue de Bruxelles et de Washington, parce que depuis le début du conflit en Ukraine, on s'attendait dans les capitales occidentales à ce que le Sud global garde ses distances avec une Russie isolée et une Chine dont les relations avec les États-Unis se dégradent rapidement. Non seulement il n'en est rien, mais en réalité, les BRICS ont commencé réellement à s'élargir à partir de ce moment-là. Alors, c'est évidemment totalement contre-intuitif, et ça renvoie en fait, en réalité, aux craintes très fortes des pays émergents d'un retour de l'hégémonisme occidental et du désir d'un monde, alors qu'on peut appeler de différentes manières, mais multipolaire, dans lequel ces pays, non pas se solidarisent entièrement avec les uns ou les autres, et dans les votes de l'ONU, on voit bien que c'est souvent assez nuancé en réalité, mais gardent les moyens, gardent la possibilité d'avoir le choix, de choisir librement leurs partenaires politiques, économiques et financiers. La présence à Kazan de Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a été aussi remarquée parce que depuis le début de la guerre en Ukraine, il a évidemment, c'est logique, c'est son rôle d'ailleurs, une position très claire sur cette guerre menée par la Russie en Ukraine, en violation du droit international. Mais cette présence, on peut l'interpréter notamment au regard du conflit à Gaza, et alors même qu'il était d'ailleurs à ce moment-là déjà persona non grata en Israël, c'était un moyen sans doute pour lui d'envoyer un signal à l'Occident, montrant que les instances onusiennes étaient particulièrement déçues par son attitude vis-à-vis de la tragédie palestinienne, et il ne pouvait pas ignorer le sentiment très répandu dans le Sud global d'une lecture à géométrie variable du droit international. Pour ce qui est de la Russie, elle est évidemment engagée, on le sait, dans ce qu'elle considère comme un bras de fer géopolitique avec l'Occident collectif. Une incise, à l'heure actuelle, il me semble qu'il est moins divisé qu'il n'y paraît, il y a plutôt deux lectures sur la façon de sortir de conflits, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et si on regarde, ce sont les États-Unis qui continuent d'alimenter l'ensemble, la quasi-totalité du renseignement au service des Ukrainiens, et c'est Donald Trump qui a mis en place, rajouté des sanctions encore beaucoup plus dures que son prédécesseur vis-à-vis de la Russie. Donc la lecture d'un Donald Trump pro-russe est, à mon avis, à relativiser. En réalité, les élites américaines essayent de sortir de ce conflit de la moins pire manière, de la manière la plus favorable possible avant un effondrement
l'Ukraine. Cet Occident collectif avancé par les Russes, effectivement, on peut aussi voir un certain nombre de divisions, mais ce qui est important du point de vue du Kremlin, c'est que les BRICS sont l'incarnation de la contestation de l'ordre international fondé sur des règles promues par Washington et à laquelle répondent les Russes en disant nous ne savons pas qui a défini ces règles et quelles sont-elles. Ce qui est moins connu, c'est le rôle central de la Russie dans la création du Forum des BRICS. En effet, c'est bien la diplomatie russe qui a été à l'initiative de toutes les premières rencontres et de l'institutionnalisation progressive des BRICS à la fin des années 2000. Alors, il est vrai, on le sait, ça c'est plus connu, que le concept, on le doit à Jim O'Neill, qui est un analyste britannique qui avait mis en œuvre l'idée qu'on avait des grandes puissances économiques émergentes, et il avait inclus la Russie à l'époque, en début des années 2000, à l'époque où effectivement elle connaissait très fort taux de croissance, de rattrapage en fait, du marasme des années 90. C'est quand même un coup de génie qu'on peut attribuer à Jim O'Neill au service de la diplomatie russe, si je puis dire, parce que le gendarme de la Russie, gendarme de l'Europe dans la première moitié du 19e siècle, superpuissance soviétique au 20e siècle, devient une grande puissance émergente au XXIe siècle. Le terme émergent est un petit peu étonnant, tardif, mais permet en fait à la Russie de se refaire finalement une jeunesse, une nouvelle jeunesse sur la scène internationale. Et ça lui permet surtout désormais de se présenter en défenseur de la majorité mondiale, comme on dit maintenant très couramment à Moscou, face évidemment, qui dit majorité mondiale, dit Occident minoritaire, un Occident minoritaire qui s'accrocherait à ses privilèges désormais indus. Donc c'est pour rappeler rapidement ce rôle de la Russie, c'est en septembre 2006 que les BRIC, à l'époque, font un premier pas vers l'institutionnalisation. Ce sont les ministres des Affaires étrangères qui se réunissent en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à l'initiative de Moscou. Ensuite, le contexte de la crise financière, ça a été évoqué à plusieurs reprises, a accéléré le mouvement parce qu'il y a une prise de conscience de la fragilité du système monétaire et financier international centré sur les États-Unis et le roi dollar. Et donc c'est toujours à l'initiative de Moscou que les BRIC encore à l'époque, organisent une réunion ministérielle à Ekaterinbourg, puis pour la première fois, la réunion des dirigeants des 4 pays en marge du sommet du G8. Et c'est une raison pour laquelle, en réalité, pour la Russie, c'est un moyen aussi, à l'époque, de participer aux 2 instances, mais en fait aussi peut-être de bientôt quitter le G8 pour rejoindre les BRICS. Et enfin, il se retrouve un an plus tard, ces mêmes chefs d'État, à nouveau à Ekaterinbourg, pour le premier sommet officiel des chefs d'État. Donc vous voyez que Moscou, sur toutes les premières réunions, est à la manœuvre pour structurer ce forum. Alors, comment interpréter ce rôle central? Eh bien, ça renvoie d'abord à une diplomatie russe qui est héritière d'une longue tradition, qui est capable de trouver des formats innovants qu'elle a, en l'occurrence, proposés à ses partenaires, et notamment à une Chine communiste qui, à l'époque, on se le rappelle, était centrée sur son développement économique et préférait maintenir un profil bas sur la scène internationale. Donc elle laissait un peu à Moscou l'initiative de surtout ce genre de création de forums alternatifs à l'Occident qui pouvaient ne pas être très bien vus depuis Washington. D'autre part, l'autre explication de cet activisme, c'est qu'en 2008, les élites russes, on y a le discours de Vladimir Poutine à Munich, entre autres, ont considéré que l'intégration qu'elles ont cherchée pendant 15 ans, Eltsine puis Poutine, dans le système occidental, est un échec et qu'elles doivent trouver les moyens de se tourner vers les grandes puissances émergentes. Alors, dans ce rôle de la Russie, il y a par ailleurs, dans la vision russe, en fait, les BRIC et les BRICS sont un élargissement
d'une initiative encore antérieure. En réalité, ça remonte à 1998, quand Evgeny Primakov, le ministre des Affaires étrangères russe, a proposé la création du triangle Russie-Inde-Chine, RIC. Donc le RIC, dont on entend très peu parler, mais c'est bien le signe, hein, Russie, Inde, Chine, est proposé par Primakov à l'époque. Pourquoi? Parce que lui est le précurseur de cette réorientation, et donc il veut amener la Russie à rééquilibrage vis-à-vis de l'Occident, mais c'est pas seulement vis-à-vis de l'Occident que ça se joue, c'est aussi parce que la Russie est en train de se rapprocher de la Chine, et ce rapprochement il est continu depuis Gorbatchev jusqu'à Poutine, donc là il y a une ligne directrice tout à fait cohérente. Or, il craint, la diplomatie russe craint qu'en se rapprochant de la Chine, elle va faire peur à l'Inde, qui est son partenaire privilégié, et l'axe russo-indien est très ancien et très solide, mais elle se dit on risque de repousser l'Inde dans les bras de l'Occident. Donc il nous faut un format triangulaire qui nous permette de garder l'Inde en Eurasie, si je puis dire. Alors ça va être difficile, évidemment, à mettre en place ce format RIC, parce que, évidemment, l'Inde et la Chine ont tous les contentieux qu'on connaît, mais en 2005, il est lancé lors d'une rencontre à Vladivostok. Et donc on voit, le RIC est lancé en 2005 et les BRIC sont lancés en 2006. Donc en fait, il y a tout à fait une logique d'élargissement de cette initiative russe. Alors évidemment, dans les années 2010, la Russie, d'une certaine façon, passe un peu la main au profit de la Chine, parce que cette dernière a les moyens financiers et économiques lui permettant, les routes de la soie, la nouvelle banque de développement qui a été évoquée, de structurer une réponse financière et économique à la domination occidentale. La Russie, d'une certaine façon, si la Chine est en quelque sorte le banquier des BRICS, la Russie c'est un peu l'idéologue en chef. Alors, et pour cela, elle va manier les concepts. Alors, quels sont les grands concepts? Eh bien, dans certains, j'en ai déjà évoqué, hein, la majorité mondiale, qui revient de plus en plus dans le discours du Kremlin. Alors, le Kremlin préfère désormais la majorité mondiale au sud global. Il faut dire que pour la grande puissance des hautes latitudes qu'est la Russie, se revendiquer du sud global est un petit peu, autant redevenir une puissance émergente, ça va encore, mais le sud global, ça fait peut-être un peu beaucoup. Le deuxième élément que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est renvoyer l'Occident collectif, là encore un concept que la Russie affectionne, de Poutine, à son statut de minorité, s'accrochant à ses privilèges d'ancienne puissance hégémonique. D'une certaine façon, pour la Russie, les BRICS sont un instrument de la démocratisation des relations internationales, tout en rejetant le modèle de la démocratie libérale. C'est-à-dire qu'on veut la démocratie chez soi, ça c'est pas forcément, en tout cas pas la lecture libérale et occidentale, mais par contre la démocratie dans les relations internationales, au sens en tout cas d'une meilleure participation des puissances émergentes dans la gouvernance mondiale. Alors, dans les discours les plus polémiques de Vladimir Poutine, ce dernier oppose même la majorité mondiale non plus à l'Occident collectif, mais à ce qu'il appelle le milliard doré, milliard. Alors, le milliard doré, c'est un milliard d'habitants occidentaux qui vivraient, selon Vladimir Poutine, au crochet du reste du monde depuis la période de la colonisation. C'est une forme de réactualisation de la lutte des classes à l'échelle internationale, et ça peut s'apparenter, et ça s'apparente évidemment à une réactivation de discours anticolonial qui était tout à fait celui de l'Union soviétique. Donc il y a une certaine reprise de continuité, en fait, en tout cas dans les discours russes, d'éléments conceptuels qui avaient été développés sous l'Union soviétique. L'autre élément qui est intéressant et qu'il faudrait envisager pour savoir s'il est partiellement contradictoire, c'est la mise en avant du concept d'État-civilisation. Alors, depuis une dizaine d'années, les élites russes
prétendent que la Russie est un État-civilisation aux côtés de la Chine, de l'Inde et d'autres grandes puissances. C'est une façon, évidemment, d'abord de se distancier du modèle de l'État-nation européen. Donc c'est une volonté de se distancier de ce concept européen, importé d'une certaine façon, ou exporté. Par ailleurs, c'est une façon de tenter de mettre un terme à l'eurocentrisme des élites russes. Parce que les élites russes, qu'elles étaient d'ailleurs critiques ou pas de l'Occident, en réalité regardaient toujours vers l'Occident depuis au moins 2 à 3 siècles. Donc l'État-civilisation, c'est un État qui est auto-centré, qui n'a pas besoin d'emprunter des concepts occidentaux, y compris des concepts marxistes. Parce que finalement, la Russie du XXe siècle, elle avait emprunté aussi son idéologie à l'Occident. Cette réappropriation du concept État-civilisation, elle fait écho par ailleurs à des idées anciennes en Russie, en réalité, enfin en Russie, dans la pensée russe des années 20, c'est dans l'eurasisme, avait beaucoup, le courant eurasiste des années 20, hein, qui n'est pas à confondre avec le néo-eurasisme actuel, avait beaucoup travaillé cette question d'une civilisation eurasienne des Russes. L'autre élément, c'est l'idée que la Russie serait gardienne des valeurs dites traditionnelles, qui seraient en opposition avec les valeurs dites d'inclusivité et de diversité sociétale promues par les pays occidentaux. D'une certaine façon, c'est une forme de soft power russe. Alors en Occident, ça peut paraître un petit peu étonnant, mais dans le reste du monde, ça parle beaucoup en islam et dans d'autres civilisations, sachant que l'idée n'est pas d'exporter une religion, d'exporter un modèle, mais de défendre l'idée qu'on a une pluralité de cultures et de modèles de développement qui s'opposerait à la volonté universelle d'un Occident qui, derrière l'universalisme, cacherait en fait une forme d'impérialisme idéologique. Le dernier élément dans cette vision russe des BRICS, il rejoint beaucoup le propos de Mme Parepa, c'est la dimension économique. Alors, ça a d'ailleurs été dit explicitement par les Russes quand ils présidaient les BRICS en 2024. L'un des critères d'adhésion aux BRICS était le refus par les pays membres ou futurs pays adhérents du système de sanctions occidentales. Donc, il y a déjà la vision pour les Russes que les BRICS sont une sorte de bouclier, serait une sorte de bouclier anti-sanctions. Par ailleurs, la Russie a fait la preuve qu'une grande économie, plus grande d'ailleurs que souvent ce n'est vu d'Occident et de nos élites, puisque selon la Banque mondiale et le FMI, en parité de pouvoir d'achat, la Russie est 4e puissance économique mondiale en termes de PIB et de PPA, donc un poids quand même important, même s'il est loin des autres poids lourds. Eh bien, elle a fait la preuve qu'une grande économie peut dédollariser pratiquement totalement son commerce extérieur, ce qui était jugé comme pratiquement impossible il y a encore 5 à 10 ans. À l'heure actuelle, plus de 60%, on est à peu près à un peu moins, on est à 55%, en gros, entre 55 et 60% du commerce extérieur russe qui est réalisé en rouble. Le reste était réalisé en yuan ou dans d'autres monnaies alternatives et il ne reste plus qu'une quinzaine de pourcents du commerce extérieur russe qui est réalisé dans les monnaies dites, les devises dites de pays inamicaux. Alors les statistiques russes, on n'a plus le dollar et l'euro, c'est mis dans un panier dit de devises de pays inamicaux. Ce qui est intéressant enfin, et je m'arrêterai là-dessus avec une petite conclusion, c'est que cette dynamique de dédollarisation russe a un effet d'entraînement. C'est-à-dire que
Évidemment, ça a été évoqué dans le commerce bilatéral avec la Chine. Ça veut dire que... mais ça va au-delà. Par exemple, avec l'Inde, ça incite l'Inde à faire les premiers pas, très timides par ailleurs, de l'internationalisation de la roupie. Mais surtout, ça a obligé l'Inde et les autorités indiennes, qui étaient très réticentes là-dessus, à commencer à utiliser le yuan dans le commerce international. Et enfin, une partie du commerce entre la Russie et l'Inde passe par le dirham des Émirats arabes unis. Donc il y a un début d'utilisation de cette monnaie des Émirats arabes unis comme un vecteur de commerce, et tous sont membres, hein, puisque les Émirats arabes unis d'ailleurs sont un des nouveaux États BRICS+, les plus allants, je dirais, les plus actifs dans ces structures, dans la structure des BRICS. Les échanges, par ailleurs, augmentent très fortement, c'est-à-dire que, par exemple, les échanges économiques entre l'Inde et la Russie, avant la guerre, ils se réduisaient à la sphère militaire. Pratiquement aucun échange. Désormais, la Russie est le principal fournisseur de pétrole de l'Inde. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Donald Trump a exercé une forme de chantage en disant soit vous arrêtez d'importer du pétrole russe, soit on vous applique des droits de douane très élevés, il a cru que les Indiens, trop apeurés de perdre le marché américain, reculeraient. Ben, ça n'a pas du tout été le cas. Ils n'ont absolument pas reculé sur ce point et continuent à importer massivement du pétrole russe. Donc on voit bien que cette dynamique des BRICS, elle est en bonne partie alimentée aussi par la politique occidentale et américaine. Ça a été déjà évoqué fortement, parce que après tout, si les États-Unis n'utilisaient pas le dollar comme moyen de sanction, il est à peu près certain que l'Inde et la Russie auraient poursuivi leurs échanges en dollars. En fait, c'est une dédollarisation largement imposée de l'extérieur, et non pas... et d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce qu'il y a quelques années, le président russe disait « mais nous, on veut bien utiliser le dollar, c'est le dollar qui ne veut plus de nous ». Alors, pour finir, pour la Russie, on le voit, ces BRICS sont elle peut savourer en fait la diplomatie russe, cette vision qu'elle a eue depuis la fin des années 90 de mettre en œuvre des structures, ou en tout cas des initiatives parallèles à l'Occident, parce que finalement ces dernières, au bout de 20 ans, d'abord ont un succès à l'échelle mondiale et servent évidemment sa politique étrangère dans cette situation d'affrontement avec l'Occident. Comment interpréter le succès des BRICS, puisqu'il y a beaucoup plus de candidats que d'élus, et au passage d'ailleurs, les BRICS ont trouvé l'idée du statut d'État partenaire, qui fait qu'on a déjà une deuxième, en fait, un deuxième statut qui permet d'accueillir, de ne pas rejeter totalement les candidats, hein, mais de les laisser dans une sorte d'antichambre. Eh bien, je dirais que d'une certaine façon, c'est ce qui est vu comme une faiblesse en Occident qui est l'atout des BRICS. En Occident, on a souvent tendance à considérer que les BRICS, il n'y a pas de... C'est pas vraiment une organisation régionale, c'est pas une organisation internationale, il n'y a pas de siège, etc. Or, pour les membres des BRICS et pour les États candidats, les BRICS n'enferment pas justement dans une alliance aux règles contraignantes. Ce n'est pas un bloc homogène dans lequel ils doivent, d'une certaine façon, obéir à un hégémon. Ils ont au contraire la possibilité de mettre en œuvre une nouvelle forme de multilatéralisme qui semble mieux adaptée à la fluidité des relations internationales contemporaines. Et à cet égard, je citerai le ministre des Affaires étrangères indien qui dit ceci. C'est un peu comme un club, dit-il. Vous n'avez pas d'obligation contractuelle légale avec les autres membres, mais c'est un lieu où on se retrouve. Les concepts fondés sur les traités sont typiques de l'ancien ordre. Le nouvel ordre est quelque chose de plus souple. Donc on voit bien que c'est vu, en tout cas parmi les BRICS, non pas d'un point de vue négatif, mais comme au contraire un atout que ce format relativement souple. Ce qu'il faut dire enfin du point de vue russe, c'est qu'au-delà de ce format
jugé plus adapté pour les relations internationales contemporaines dans lesquelles les États sont de plus en plus réticents à rentrer dans des alliances fermes, c'est aussi un moyen, contrairement à ce qu'on a souvent à la lecture, que c'est un moyen de faire un axe Russie-Chine anti-occidental, certes partiellement, mais c'est aussi un moyen pour la Russie de rééquilibrer ses relations avec la Chine en incluant cette dernière dans des mécanismes multilatéraux qui évitent que Pékin, finalement, hors de tout cadre multilatéral, ne mette en œuvre une politique hégémonique unilatérale. Je vous remercie.